Quelques mots donc, pour vous dire que vous avez donc entre les mains et sous vos yeux donc, la nouvelle version de la carte des plans de suppression d'emploi qu'on a publié pour la première fois il y a un an, donc en mai 2024. Sophie reviendra sur les chiffres. Je rappellerai simplement qu'à l'époque, on était à 130 plans de licenciement représentant grosso modo 40 000 emplois identifiés comme étant directement impactés, ce qui représentait à l'époque un potentiel haut en intégrant les emplois indirects de l'ordre d'un peu plus de 100 000 emplois. On est donc aujourd'hui à près de 400 plans de suppression d'emplois, donc 380 pour être tout à fait précis, avec donc cette fois d'identifier 80 000 emplois directement supprimés ou menacés, ce qui représente, comme vous l'avez dans le dossier, un minima, en termes d'estimation, jusqu'à 240 000 emplois possiblement impactés par cette situation. Donc simplement 4 commentaires là-dessus pour dire que ce recensement il est le fruit d'une enquête de terrain qui a permis déjà à l'époque d'identifier une tendance, mais qui surtout depuis a permis de confirmer cette tendance. On observe qu'il y a 4 filières particulièrement touchées, donc ça vous l'avez sur la première carte, qui sont donc la métallurgie et notamment l'automobile, les industries chimiques, le commerce et puis les industries du papier carton. Donc comme je le disais, on identifie directement un peu plus de 80 000 emplois directement menacés ou supprimés, ce que nous permettons tout de suite de comparer aux chiffres de Choose France. Donc je rappelle, l'année dernière, Choose France 2024, le gouvernement avait évoqué le chiffre de 10 000 emplois préservés ou créés, et cette année, le gouvernement annonce donc 13 000 emplois qui seraient créés suite aux annonces de Choose France. Donc tout ça pour remettre les choses en termes d'ordre de grandeur. Donc Sophie va développer sur les aspects de contexte et puis les perspectives tracées par la CGT. Mais donc avant, on a souhaité mettre en avant un certain nombre de dossiers de filières sur lesquels il y a évidemment des problématiques particulières. Et donc sans plus tarder, je vais commencer par laisser la parole à Fred pour la métallurgie. Bonjour à tous. Donc, bien évidemment, je laisserai les camarades des boîtes exposer les situations auxquelles ils sont confrontés. Mais bon, dans la métallurgie, c'est pas un scoop. Et ça dure maintenant depuis des décennies. On a une désindustrialisation organisée par le patronat et les gouvernements successifs. Bien évidemment, il y a les dossiers dans la période qui font la une, notamment Arcelor. Mais pas que. Il y a des situations dramatiques, y compris dans les activités où les carnets de commandes sont pleins. Si je prends par exemple NG Home Service, personne n'en parle. Il y a 4500 suppressions d'emplois annoncées du fait qu'ils se désengagent de la partie gaz. Et c'est 4500 emplois directs qui risquent de disparaître. Donc quand on additionne le nombre d'emplois qui sont menacés aujourd'hui dans un certain nombre de filières, pour ne pas dire toutes les filières, y compris les filières comme l'aéronautique, où pourtant les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2030, voire plus, chez Airbus, on vient de nous annoncer 1000 suppressions d'emplois. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui, à longueur de journée, nous dit qu'il faut réindustrialiser la France, mais concrètement, sur le terrain, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait, on continue à distribuer les millions d'euros aux grands groupes pour soi-disant développer l'activité, travailler sur la recherche et le développement. Force est de constater, c'est que les millions d'euros qui sont distribués, la Cour des comptes parle de 260 millions d'euros qui ont été distribués aux grands groupes de la métallurgie. 260 millions d'euros. Et ces mêmes grands groupes aujourd'hui en demandent autant, voire plus, étant donné que Mittal vient de demander à la Commission européenne 800 millions d'euros pour soi-disant décarboner le site. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin de les mettre devant la responsabilité, on a besoin d'avoir une visibilité sur cet argent distribué par le gouvernement, qui est l'argent de la population, qui aurait dû servir aujourd'hui à maintenir les activités, voire les développer. Aujourd'hui, force est de constater qu'elles sont délocalisées. Et c'est pas l'activité ne disparaît pas, parce que les activités qui sont délocalisées en France, elles sont relocalisées dans certains pays où les salariés sont exploités dans des conditions de travail exécrables, des niveaux de salaire, je vous laisse même pas imaginer les niveaux de salaire dans certains pays, et bien évidemment qu'au niveau du capital, il n'y a pas de souci. Leur activité continue à fonctionner, sauf que les emplois sur le territoire national disparaissent. Et force est de constater qu'on a un gouvernement qui nous dit, par exemple, je prends l'exemple de la filière sidérurgique, filière stratégique pour la France et son économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour que cette activité reste sur le territoire national? Rien. À la différence des Anglais, qui ne sont pas encore arrivés à une nationalisation, mais la sidérurgie a été mise sur la protection de l'État. Donc je pense qu'il y a des leviers à faire bouger, il y a des curseurs à faire avancer. Et aujourd'hui, on a tous les ingrédients au niveau national pour maintenir et développer les activités, voire les diversifier. Et on ne peut pas continuer, là où on casse l'emploi, nous dire, est-ce que vous êtes prêts à vous spécialiser dans l'industrie d'armement? Parce que c'est ça qui est dit sur le terrain.
Aujourd'hui, les boîtes de la filière automobile, pas toutes, mais dans certains départements, les préfectures convoquent les directions d'entreprise pour leur dire s'ils sont en capacité d'adapter leur activité aux industries d'armement, c'est-à-dire à tout ce qui va servir, on sait à quoi derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin de vraiment faire de l'industrie une priorité nationale. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Et je parle pas que du gouvernement Macron, hein, parce que tous les gouvernements qui sont succédés maintenant depuis un certain nombre de décennies, ils ont tous fonctionné de la même manière. Et donc on voit qu'aujourd'hui, en 70, dans le produit intérieur brut, l'industrie, ça représentait 22%. En 2025, ça représente plus que 11%. C'est-à-dire qu'on a un pays qui, normalement, a toujours eu une image d'un pays fortement industrialisé qui est en train de se désindustrialiser. Et je pense que, sans vouloir copier ce qui se fait dans certains pays, je pense que le gouvernement français devrait s'inspirer de ce qui se fait en Angleterre et dans d'autres pays. Je ne parle pas de protectionniste, mais à bout d'un moment, il faut que l'activité, on puisse la maintenir sur le territoire national si on ne veut pas qu'il y ait des grasses conséquences sur l'emploi, sur les industries, mais évidemment en ricochet sur les services publics. J'en dirai pas plus, étant donné que les camarades développeront sur leur sujet au niveau des entreprises. Merci Fred. Donc je passe la parole à Elodie pour la Fédération Commerce et Services. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors dans le secteur du commerce et des services, je vais parler plus particulièrement du secteur de l'habillement avec tout ce qui se passe ces dernières années. Rien qu'en 2023, c'est 4000 emplois supprimés dans le secteur de l'habillement, Pimki, Kookai, Gap, Burton, Jennifer, CA. CA en est à son 8e PSE depuis 2017, donc je vous laisse imaginer quand même. Depuis 10 ans, on en est à peu près à 37 000 suppressions d'emplois rien que dans ce secteur-là. Je vais un petit peu plus préciser sur Jennifer puisque c'est vraiment d'actualité en ce moment. Jennifer a eu un premier PSE en 2021, puis en 2023 un deuxième et un redressement judiciaire. Et on a appris donc là, à la fin avril, de la mise en liquidation de l'entreprise avec cessation de paiement. Les salariés ont été sous le choc. En fait, pourquoi on en arrive là? Le cas de Jennifer n'est pas un cas isolé, puisque dans toutes les enseignes que je vous ai citées auparavant, on arrive en fait aux mêmes conclusions à chaque fois et en fait à la même stratégie d'entreprise à chaque fois. Ces entreprises touchent de l'argent public, des financements. On ne sait pas où part cet argent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça disparaît. Et ça, on n'a aucune visibilité. Quand je dis on, c'est les représentants du personnel, n'ont aucune visibilité sur l'utilisation de ces fonds. Et petit à petit, l'argent disparaît et puis il y a des montages financiers qui sont faits et on crée la propre faillite de l'entreprise. Alors je m'explique comment on crée sa faillite. Eh ben, on n'envoie plus de stock dans les magasins. On rénove pas les magasins, on renouvelle pas ses collections, et ben petit à petit il n'y a plus de chiffre d'affaires et donc on se sert de cette excuse-là pour se mettre en place des plans sociaux. Alors j'ai envie de dire dans le meilleur des cas, mais bon dans le pire des cas on arrive quand même au redressement judiciaire, voire à la liquidation. Mais en attendant, bien avant cela, les dirigeants, eux, ils ont mis l'argent de côté, tout ce que l'argent qu'ils avaient mis, ils l'ont récupéré, voire même plus que ce qu'ils avaient mis au départ. Ils ont bien récupéré leur argent. Par contre, au bout du bout, c'est des salariés, toujours pareil, qui subissent de plein fouet cette casse sociale, puisque c'est eux qui se retrouvent au final sans travail. Donc voilà. Et pour l'autre enseigne, qui n'est pas de l'habillement, mais on se retrouve dans le même cas de figure, c'est l'enseigne Casa, que vous connaissez. Voilà, pareil, qui a informé récemment les représentants du personnel qu'ils allaient fermer définitivement leur magasin. Et encore une fois, on se retrouve dans le même cas de figure. Donc à chaque fois, on se retrouve sur cette stratégie-là. Donc moi je dis toujours qu'en fait, ce n'est pas des dirigeants d'entreprise qu'on a, c'est des financiers. Ils prennent l'argent, ils récupèrent l'argent, et une fois qu'ils en ont fini, ils se séparent de l'entreprise. Soit sous forme de redressement ou liquidation. Et puis sinon, ils font des plans sociaux pour récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer en termes d'argent. Et en fait, ces plans sociaux sont aussi financés par les fonds qu'ils ont touchés, les financements, les aides publiques qu'ils ont touchés auparavant. Donc nous, ce qu'on demande au niveau de la CGT de commerce et services, c'est qu'il y ait une transparence. À partir du moment où les entreprises ont des financements publics, qu'il y ait une transparence au niveau de l'utilisation de ces fonds via les représentants du personnel, avec des informations, consultations obligatoires sur l'utilisation des fonds. On demande aussi à ce qu'une entreprise qui touche des financements, des aides publiques, soit interdite de licencier, de mettre en place des plans sociaux dans les années qui suivent l'attribution de ces fonds.
Voilà, on a aussi présenté suite, on a travaillé dessus bien avant, mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé récemment à Auchan, avec le plan social de Auchan, on propose un projet de loi, justement, pour légiférer, pour avoir des mesures qui contraignent les employeurs pour éviter justement d'en arriver à des cas comme cela, avec une casse sociale, mais plus que d'ampleur dans nos secteurs. Voilà, je m'en arrêterai là. Merci Elodie. Donc la parole est à Serge Allègre pour la FNIC CGT. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement pour la FNIC CGT, on a pour habitude de ne pas parler de plans sociaux parce qu'il n'y a rien de social dans tout ce qu'on est en train de vivre. La preuve en est, c'est que dans notre fédération, il y a 5 grands secteurs qui sont sur les 11 qui sont touchés. Il y a le pétrole, il y a le caoutchouc, il y a la plasturgie, il y a l'industrie pharmaceutique et bien sûr la chimie. Il y a plus de 80 plans antisociaux qui sont déjantés aujourd'hui et dans ces 80 entreprises, il n'y en a pas une qui est en difficulté financière. C'est pour vous dire quand même que ça touche des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros d'aide publique, alors qu'il n'y a pas une entreprise qui est en difficulté financière. Ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que ces entreprises, on va prendre l'exemple dans le caoutchouc comme l'entreprise Michelin, qui a plus de 2 milliards d'euros de bénéfices, qui a plus de 3 milliards d'euros de cash flow, et qui ferme 2 entreprises avec 1254 emplois directs, ça fait du 6000 emplois induits. Quand on regarde dans l'industrie du caoutchouc, comme dans de nombreuses industries, c'est un emploi direct pour 5 à 6 emplois induits. Et bien sûr, je passe sur les conséquences sociales et familiales et sociétales de ces arrêts. Alors dans la chimie, on a bien sûr avec l'ensemble de la CGT, on a porté plusieurs projets, on a porté des projets de nationalisation. Quand vous avez tous entendu parler de Vancorex, Vancorex c'est 450 emplois détruits, mais ça met en danger la plateforme sur laquelle l'usine se situe, c'est 1200 emplois. Et quand on regarde sur le bassin, c'est plus de 6000 emplois qui seront détruits. Et pourtant, avec l'aide de la Confédération, les unions départementales, certaines unions départementales, d'autres fédérations, on a réussi à porter un projet, d'une part, de nationalisation qui a été retoqué par le gouvernement avec des arguments tout aussi de vrais saltimbanques sur leurs explications. Mais derrière, étant donné, n'ayant vu que la nationalisation ne prenait pas, on a porté un projet de SKIC, de Société Coopérative d'Intérêt Collectif, avec un business plan. On a travaillé avec les experts, on a travaillé avec tout du monde, compétent. On avait les élus locaux, on avait les élus régionaux, bien sûr, et tout groupe politique hors RN qui était porteur de notre projet. Et là, c'est une défaillance complète de l'État, puisqu'on arrive à mettre un business plan en place. On arrive à avoir et à retrouver un industriel, on parle d'un industriel, on ne parle pas de fonds de pension, d'un industriel indien qui voulait s'implanter sur le territoire français et sur l'Europe. Et au bout du bout, le choix fait par l'État et par le tribunal de commerce est d'aller sur une entreprise chinoise, Wanhua et Bortsopchem, c'est hongrois et chinois, qui eux ont un projet pour sauver 50 emplois, et au bout du bout c'est 34 emplois, ça ne sera pas 50, avec un investissement à 1,9 million d'euros. Nous on avait réussi quand même à trouver 45 millions d'euros d'investissement, à maintenir les 450 emplois, à maintenir la totalité de l'activité. Alors je vais simplement conclure, moi c'est sur ce que dit le gouvernement sur la souveraineté. Il faut savoir quand même que l'entreprise chimique Vancorex travaille à produire du chlore. Et ce chlore, il sert pour nous tous déjà pour avoir de l'eau potable, c'est-à-dire pour alimenter 136 millions de personnes en eau potable, c'est-à-dire France, Europe, je vous passe les frontières, il n'y a pas de frontières pour pouvoir avoir de l'eau potable. Mais elle travaillait aussi avec le sel à fabriquer le chlore qui était dispensé pour aller à Arkema, qui lui le donnait à Framatome pour aller dans le nucléaire civil et défense. Alors quand on veut parler de souveraineté et qu'on apporte des dossiers qui sont ficelés, mais vraiment ficelés, c'est-à-dire on n'arrive pas avec un dossier et des pages blanches, non, il y a vraiment tout ce qu'il faut comme business plan pour pouvoir tenir l'activité, et derrière il y a une défaillance de l'État, et je dirais même un coup d'État politique. Voilà, pour ce qui est de la Chine.
Merci Serge. Donc Jonathan Dos Santos pour la CGT Stellantis Poissy. Bonjour à tous. Donc, concernant l'usine Stellantis à Poissy, tous les salariés aujourd'hui sont très inquiets sur l'avenir du site pour deux choses. C'est la première, c'est que la direction a été incapable de se projeter sur un avenir de l'usine. Et la deuxième, c'est les rumeurs par rapport au stade du PSG. Donc voilà, comme vous le savez, actuellement on entend beaucoup parler. Pour nous, la CGT, stade ou pas stade, ça en gros on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'avenir du site et le maintien de l'emploi. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est un vrai plan de pérennisation avec l'ensemble des salariés, des sous-traitants et des prestataires, qui passe notamment par un nouveau véhicule et des activités annexes. On le voit très bien avec l'usine de Renault-Flin. Sans ligne de production, on ne garantit pas autant de maintien d'emploi dans l'usine. Donc voilà. Après, ce qui concerne par rapport aux personnes qu'on a pu contacter, c'est-à-dire on a saisi quand même la direction locale qui n'a pas donné de réponse, la direction de Stellantis au niveau central qui n'a pas encore de réponse. On a saisi le préfet des Yvelines qui n'a pas eu de réponse pour enlever toute inquiétude. Donc ce qui est simple pour nous, la CGT, c'est qu'on ne va pas rester spectateur de tout ça. Et dès à présent, on est en train de préparer des actions et on va les mettre à contribution dans pas longtemps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester sans réponse. Surtout que voilà, on a des projets, on a des revendications, donc il faut qu'elles soient écoutées. Et on instaurera un rapport de force s'il le faut. Voilà, en gros, dans l'ensemble. Merci. Et merci Jonathan. Mais donc la parole est à Sophie. Il y a presque un an, jour pour jour, dans cette salle, la CGT tirait la sonnette d'alarme en publiant une liste de 130 plans de licenciement pour alerter sur le mouvement de désindustrialisation qui s'enclenchait. À l'époque, cette première carte des plans de licenciement a été accueillie par un silence assourdissant. On se souvient, le Premier ministre était en campagne pour les élections européennes avec le succès dont on se souvient. Quant au président de la République, il était à Versailles en train de sabler le champagne avec des grands patrons, vantant des milliards d'investissements dans des data centers. Un an plus tard, et 3 premiers ministres différents, toujours aucune réponse à nos alertes. Nous avons remis ces plans de licenciement à chaque nouveau Premier ministre. C'était 200 pour Michel Barnier, ça a été près de 300 pour M. Bayrou. Nous sommes aujourd'hui malheureusement à près de 400 plans de licenciement en cours, 381 selon nos décomptes, avec près de 300 000 emplois qui sont menacés. Et nous savons qu'il s'agit de chiffres extrêmement minorés. Il nous manque des informations et tous les petits plans de licenciement ne sont pas décomptés, c'est-à-dire que toutes les PME, les établissements de taille intermédiaire, etc. ne sont pas malheureusement dans nos radars alors que ce sont les premiers à souffrir. Ces plans de licenciement, ils sont pour une majorité d'entre eux le fait de grandes entreprises qui font des bénéfices, qui distribuent des dividendes et qui touchent énormément d'aides publiques. Ces licenciements, ils touchent l'ensemble des secteurs, mais ils concernent pour moitié l'industrie, alors que la France fait déjà partie des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Enfin, ces licenciements, ils sont aggravés par les politiques d'austérité du gouvernement, imposées dans le secteur public ou parapublic, avec désormais, c'est une nouveauté très inquiétante, des licenciements dans l'action sociale, on pense par exemple à Don Bosco en Bretagne, et un déficit d'investissement des collectivités qui pèse notamment dans la culture et dans le secteur de la construction avec des résultats palpables. À chaque fois, derrière ces chiffres, c'est toujours la même histoire. C'est des territoires dévastés, des familles brisées et des pertes de savoir-faire clés pour notre pays. Un an après, l'heure est au bilan. Ce que nous pouvons vous dire ici, c'est que partout où la CGT est implantée, la CGT s'est battue et a construit des contre-projets et a mobilisé pour empêcher les licenciements. Grâce à cela, nous avons pu bloquer certains plans de licenciement, réduire drastiquement le nombre d'emplois détruits ou gagner des projets de reprise. C'est notamment le cas à la Fonderie de Bretagne, où j'étais vendredi dernier pour fêter avec les salariés la sauvegarde de 266 emplois.
C'est aussi le cas à Valdunes, à Ascométal, à Duralex, à Gardanne, à Nichefust Alumina, même s'il y a eu beaucoup de suppression d'emplois, à Hennessy, à Lubrizol, à Keraglas ou à Eurokera. Il y a des batailles qui sont en cours, évidemment, dont on vient de parler. Je veux aussi parler, par exemple, de celle qui est en cours à Owens, Illinois, le premier verrier mondial, qui fabrique nos verres pour la célèbre bouteille de Perrier et qui est menacée d'une fermeture brutale dans le Gard. Mais le problème, c'est qu'un an après, nous pouvons vous dire que ces belles histoires sont malheureusement une exception, que cette exception, elle s'est payée à la sueur de notre front parce que ça a demandé une énergie exceptionnelle, mais que le problème, c'est que la règle, c'est que le patronat et le gouvernement font clairement, systématiquement, le choix du chômage. Nous sommes ici animés par une énorme colère. Animés par une énorme colère parce que depuis un an, ce que nous pouvons dire, c'est que quasiment systématiquement, les projets des salariés sont balayés. On peut parler de Vancorex, de MA France, d'ExxonMobil, de Safra, etc. Et que quasiment systématiquement, depuis un an, le gouvernement refuse d'utiliser les leviers dont il dispose. On a un gouvernement qui organise lui-même sa propre impuissance. Par exemple, un gouvernement qui refuse de nationaliser Vancorex. Un gouvernement qui refuse d'agir de façon préventive pour empêcher la faillite de Vancorex sur laquelle il verse des larmes de crocodile, qui refuse d'agir de façon préventive en utilisant les outils anti-dumping qui existent aujourd'hui et qui auraient pu permettre de protéger Vancorex. Un gouvernement toujours sur Vancorex qui a refusé de lever le petit doigt pour crédibiliser, soutenir le projet de reprise des salariés sous forme de SKIC, salariés qui ont déplacé des montagnes et qui ont réussi à réunir une coalition extrêmement large autour de leur projet, tous les élus locaux, les salariés, et puis aussi une partie du patronat local, je le dis, c'est peu commun, qui a soutenu le projet parce que tout le monde avait bien conscience que laisser Vancorex fermer, c'est derrière 5000 emplois qui aujourd'hui sont en danger, et on en voit aujourd'hui le résultat sur Arkema, et c'est une perte de souveraineté majeure. On a un gouvernement qui refuse d'agir sur des groupes dont il est pourtant au capital. Je veux ici parler de STMicroelectronics. Le gouvernement est à 15% au capital. Le gouvernement a débloqué des aides publiques massives puisqu'il a annoncé 2,9 milliards, je dis bien milliards, d'investissements à STMicroelectronics pour doubler la capacité de l'usine de Crolles. STMicroelectronics s'était engagé à l'époque à créer 1000 emplois. Aujourd'hui, cette même entreprise nous annonce 2 à 3 000 suppressions d'emplois et le gouvernement n'a toujours pas levé le petit doigt pour bloquer ces suppressions d'emplois sur lesquelles il pourrait agir. On a un gouvernement qui refuse d'avoir des stratégies de filière, notamment dans le secteur automobile. Je rappelle que Renault et Stellantis, c'est quand même des groupes qu'on connaît parce qu'on est au capital, on distribue des millions et des milliards même d'aides publiques, et que le marché de l'automobile est solvabilisé par les aides à la casse et les aides écologiques, et donc que le gouvernement pourrait avoir une stratégie de filière dans le secteur. Et on a enfin un gouvernement qui refuse de conditionner les aides publiques, de les reprendre quand elles sont manifestement utilisées pour licencier, et de mettre sous pression les multinationales. Cette situation que nous dénonçons aujourd'hui, elle confirme le naufrage de la politique de l'offre. Cette politique de l'offre, elle coûte un pognon de dingue, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. 200 milliards d'aides aux entreprises chaque année, 73 milliards de baisse d'impôts pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises depuis 7 ans. Et elle s'est traduite par de nombreux sacrifices pour les salariés. Les ordonnances travail, les réformes de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Il faut arrêter de confondre politique industrielle et cadeaux fiscaux. Au lieu de crier cocorico à Choose France, le gouvernement ferait mieux de sortir sa calculette. 37 milliards d'investissements annoncés à Choose France pour générer 13 000 emplois. Cela revient à 2,85 millions d'euros de coûts par emploi. À ce prix-là, mieux vaut créer des fonctionnaires pour nos hôpitaux, nos écoles, nos universités qui vont très mal et qui sont à l'os. Le problème, c'est qu'au lieu de tirer les leçons de l'échec de sa politique, le gouvernement accélère et fonce dans le mur. Emmanuel Macron appelle à l'enterrement de la directive devoir de vigilance au plan européen
En faisant cela, il tourne le dos au rôle historique de la France dans le monde de défense des droits humains et il assume de laisser les mains libres aux multinationales pour faire travailler les enfants et être à l'origine d'autres Rana Plaza. Le message est clair, impunité pour les puissants, silence pour les victimes. La CGT et l'ensemble des syndicats membres de la Confédération européenne des syndicats ne laisseront pas faire. De son côté, le gouvernement n'a pas peur des contradictions. Il nous explique qu'il faudrait travailler plus tout en laissant licencier. Il rebaptise l'injustice fiscale en TVA sociale, c'est ce que l'on appelle du marketing. Et derrière, c'est encore les travailleurs et les travailleuses qui payent pour que l'on exonère les plus riches. C'est le recyclage d'une vieille arnaque, faire croire que taxer la consommation, ça serait social. Il est toujours temps d'agir et de changer de braquet. Depuis 1 an, le gouvernement n'a pas changé de politique, mais par contre, le monde, lui, a radicalement changé. L'élection de Trump fait basculer la planète dans la guerre commerciale. Si la France et l'Europe ne changent pas immédiatement de logiciel, elles peuvent disparaître. Un pays sans industrie n'a pas d'avenir, il ne peut pas être autonome, il ne peut donc pas se faire respecter au plan international. Les grands pays industriels autour de nous ont tous une politique industrielle. On le voit avec la Grande-Bretagne qui agit sur British Steel, on le voit avec l'Italie qui met Arcelor sous tutelle pour empêcher la fermeture de ses aciéries. La seule qui refuse d'agir sur ces multinationales, c'est la France, avec le résultat que l'on sait. Je tiens par contre à nous féliciter que nos alertes et propositions aient été entendues par de nombreux parlementaires qui ont, depuis 1 an, multiplié les commissions d'enquête sur les aides publiques, au Sénat par exemple, sur les licenciements, à l'Assemblée nationale par exemple, et qui ont déposé de nombreuses propositions de loi reprenant nos propositions pour nationaliser Vancorex et ArcelorMittal, pour responsabiliser les donneurs d'ordre sur les sous-traitants, pour renforcer la loi Florange ou encore pour interdire aux entreprises qui font des bénéfices de licencier. Nous appelons le gouvernement à laisser les parlementaires faire leur travail et à leur permettre d'aller jusqu'au bout en légiférant pour mettre fin à cette catastrophe. Il y a urgence à agir. La CGT a rendu public de nouvelles propositions en avril dernier. On demande notamment toujours un moratoire sur les licenciements et l'obligation de réelle recherche de repreneurs en révisant la loi Florange pour qu'elle s'applique à partir de 50 salariés et avec un renforcement des obligations de recherche. On demande le conditionnement des aides publiques à un avis conforme des CSE de façon à ce que les salariés puissent bloquer les entreprises qui se gavent d'aides publiques tout en licenciant. On ne vous a pas encore parlé de Sanofi, on pourra évidemment en reparler par exemple. Nous demandons une réforme des tribunaux de commerce pour empêcher les scandales comme Vancorex ou comme Safra, où le tribunal de commerce a, contre l'avis des salariés, contre l'avis de tous les élus locaux, validé la reprise de Safra par un industriel chinois qui, sur Safra, risque de faire la même chose que ce qui a été fait sur la société aveyronnaise de métallurgie. Nous demandons la mise en place d'un juste prix de l'énergie pour sortir de la spéculation et enfin pouvoir s'appuyer sur notre électricité décarbonée. Nous demandons la mise en place d'un juste échange, la modulation des droits de douane en fonction des normes sociales et environnementales pour protéger notre industrie. Nous proposons que l'État mobilise la commande publique et impose aux entreprises d'être responsables dans leur politique d'achat pour en faire des outils au service du Made in France et au service d'objectifs sociaux et environnementaux. Et enfin, nous demandons la mise en place d'une cellule de crise en soutien à l'emploi et au projet des salariés qui n'hésitent pas à utiliser tous les leviers à disposition, je le répète, nationalisation, aide de la PPI et de la Caisse des dépôts et consignations, etc., etc. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que l'on détruit nos emplois, nos industries et nos vies. La CGT appelle plus que jamais à la mobilisation dans les entreprises, dans les territoires, avec les salariés et les élus pour imposer une autre logique, celle du progrès social, de la justice et de la solidarité. Nous donnons pour cela rendez-vous le 5 juin pour nos retraites et nos emplois, pour dénoncer le fait que ce gouvernement prétende nous faire travailler jusqu'à 64 ans tout en licenciant par dizaines de milliers des seniors, parce que les premières victimes de ces licenciements, ce sont les seniors qui sont sortis des entreprises à partir de 55 ans. La CGT sera plus que jamais au rendez-vous
aux côtés de toutes celles et ceux qui refusent de subir pour changer la donne. Je vous remercie. Merci Sophie. Donc on va pouvoir procéder aux questions. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Sarah Delatte pour La Vie ouvrière. J'ai deux questions qui sont liées. Nous sommes passés de 130 plans de licenciement à 400 selon votre recensement en un an. Est-ce que vous pensez que la guerre commerciale menée par Trump a des incidences d'ores et déjà sur cette évolution? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que les annonces d'investissement massifs faites par certains grands groupes français, je pense notamment à Sanofi, aux États-Unis, peut se réaliser au détriment des investissements réalisés en France? On va prendre une deuxième question. Oui, bonjour, Mariotte Grimont pour Actuel CSE. Sur votre demande de cellule de crise, il me semblait que le ministre de l'Industrie avait accepté de rencontrer les organisations syndicales. À un moment, c'était une fois par semaine, j'ai cru comprendre que ça s'est transformé en une fois par mois, et pas forcément avec lui, mais avec ses équipes. Est-ce que ces réunions ont bien lieu? J'imagine que si elles ont lieu, vous y participiez, et qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Merci. Pas d'autres questions pour l'instant? Par rapport à Sanofi, on revient exactement dans le schéma qu'on a tous démontré par rapport aux aides publiques, puisque Sanofi est grand consommateur d'aides publiques, plus d'1 milliard sur les 3 dernières années, sur les 4 dernières années, par rapport à la recherche, et pour autant se targue d'avoir vendu le Doliprane à Opella. Et surtout, quand on regarde ce qui a pu être fait lors du Covid, quand il y avait cette volonté de recherche de vaccins, Sanofi n'a pas répondu présent. Donc des aides publiques à outrance pour ne garantir aucun développement sur France. Ça fait plus de 20 ans, on en est à 18 sites de production de Sanofi qui ont disparu. Et aujourd'hui, bien sûr, il reste la recherche. Tant qu'elle est alimentée par les fonds publics, pourrait peut-être encore penser, résister et exister sur le territoire, mais aujourd'hui c'est la condition, et qu'on combat dans notre fédération sur le fait que les aides publiques ne doivent pas être la perfusion au maintien de l'entreprise, mais surtout de perfusion sans aucune contrepartie de garantie de maintien de l'emploi. On l'a démontré dans toutes les explications, dans toutes les fédérations. Aujourd'hui, il est très très difficile, chez Sanofi comme chez Michelin, comme chez Exxon et dans d'autres grands groupes, d'avoir une réponse claire et nette sur la transparence des aides publiques qu'ils perçoivent. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le commerce, mais chez Michelin, aujourd'hui, j'en suis à avoir fait plusieurs interviews sur les aides publiques. J'essaye de mettre mon patron face à ses responsabilités sur le principe qu'à chaque fois que je parle des aides publiques Michelin, j'augmente le montant dans l'attente qu'il puisse me répondre qu'on est au-dessus. Mais aujourd'hui, chez Michelin, avec 2 milliards de bénéfices, avec 3 milliards de cash flow, c'est plus de 120-130 millions d'euros d'aides publiques. Donc à chaque fois, maintenant, peut-être qu'il va entendre, c'est peut-être 150 millions d'euros. J'attends que ce patron se mette en face de nous, CGT, pour nous dire non, on n'a pas tant d'aides publiques. Mais il n'y a aucune loi aujourd'hui qui les oblige à nous répondre. Voilà, alors par rapport pour conclure sur Sanofi, la volonté de l'entreprise de délocaliser, vous l'avez vu, de partir aux États-Unis avec 20 milliards d'euros d'investissement. Ces 20 milliards auraient largement pu être faits en France, mais cette logique de marge et de profit touche aussi bien l'industrie pharmaceutique que le textile. Oui, merci Serge. Quelques éléments de réponse sur la cellule de crise. Donc ça fait maintenant quasiment un mois en fait que la réunion s'est tenue. Donc il y a eu un petit peu avant, donc juste après pas très longtemps après les annonces de Trump, une réunion d'installation politique avec les secrétaires généraux. Et donc la réunion à Bercy, elle s'est tenue donc le 30 avril.
Depuis, il n'y a pas eu de réunion. Donc on est passé d'un rythme hebdomadaire à éventuellement un rythme quinzomadaire. En fait, pour l'instant, une seule réunion. Alors il faut quand même rappeler à ce sujet que, le patronat n'était pas du tout demandeur de ce type de réunion, ce qui interroge quand même sur ses intentions de faire en sorte que la situation puisse évoluer positivement. Et la réunion qui a eu lieu à Bercy s'est tenue donc sous l'égide à la fois du ministère du Travail et puis du ministère de l'Économie, avec une insistance très forte sur le caractère technique de la réunion. Donc l'idée c'était d'échanger les informations et pas beaucoup plus. D'ailleurs à ce moment-là, nous avait été promis la mise en place d'un circuit de circulation d'informations dont on attend toujours les modalités. On nous avait également promis un certain nombre de documents pour pouvoir documenter et étayer la situation. On devait nous-mêmes faire passer les choses, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui s'est mis en place. Et il y avait par ailleurs un refus absolu des deux ministères de pouvoir avoir un regard un peu précis à la fois sur les filières et surtout sur les dossiers les plus emblématiques, puisque nous, notre intention, c'était bien de pouvoir faire en sorte qu'on puisse agir concrètement sur les situations. Donc voilà, il y a donc une première réunion qui s'est tenue pour répondre positivement à la demande qui avait été faite, en particulier par notre organisation syndicale, mais manifestement, il n'y a pas à ce stade de volonté gouvernementale très forte de faire vivre ce cadre de discussion. Voilà. Sur la question sur l'impact de la guerre commerciale, quand on a lancé cette liste noire il y a un an, c'était pour démontrer les alertes que nous avions sur un mouvement de fond qui commençait à s'enclencher dans l'industrie et qui, s'il n'était pas interrompu, réouvrirait sur une phase de désindustrialisation massive en France. Le problème, c'est qu'il y a eu, depuis un an, 2 circonstances aggravantes. La première, c'est les politiques d'austérité, dont on voit d'ores et déjà le résultat sur tout le secteur de la construction, et puis, je le disais, le secteur parapublic. Et puis la deuxième circonstance aggravante, c'est évidemment la guerre commerciale. Mais sur le plan guerre commerciale, pour l'instant, ça sert plus de prétexte pour les patrons que de réel impact. Puisque la métallurgie y reviendra, mais par exemple ArcelorMittal, ça fait des mois que la CGT alerte en disant que ArcelorMittal organise son départ de la France et son départ de l'Europe pour aller se relocaliser en Inde et au Brésil. Et donc aujourd'hui, les tarifs douaniers sur l'acier servent de prétexte à Mittal pour délocaliser son activité. Ce que nous constatons par contre, c'est partout une baisse des investissements. Et donc on fait cocorico sur Choose France, mais en réalité, les investissements ont déjà baissé en 2024 et en 2025, si rien n'est fait, ils vont encore plus baisser. Et donc là-dessus, il faut une politique extrêmement volontariste, parce qu'on voit que les investissements ils baissent au profit des dividendes. Déjà en 2024, les dividendes atteignaient quasiment le même niveau que les investissements. Là, en 2025, si on continue comme ça, les dividendes vont dépasser les investissements. Donc c'est une catastrophe. Ça veut dire que les richesses que nous produisons par notre travail sont aspirées pour aller rémunérer les actionnaires et qu'on n'investisse pas pour préparer l'avenir. Le patronat verse des larmes de crocodile sur la soi-disant baisse de productivité et de compétitivité en France, mais il en est directement responsable avec le recul des investissements en France qui est extrêmement inquiétant. Ça marche pas. Bon, oui. Bonjour, Régis Retier de la Vie ouvrière. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quand même un problème d'absence de stratégie de filière de la part du gouvernement. Or, il existe quand même, me semble-t-il, des endroits où on peut les discuter. Il y a les comités stratégiques de filière. Il y a aussi d'autres endroits où on peut discuter de la politique économique, les comités économiques et sociaux régionaux, qui sont aussi un peu mis en danger. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une demande de relance du dialogue au niveau de ces fameux comités stratégiques de filière, où il y a aussi la présence des syndicats et des patrons par filière? Oui, bonjour, Aline Leclerc du Monde. Alors j'ai 2 questions. Une pour vous, Madame Ferrier, parce que vous avez dit de façon assez
insistante que, en gros, selon vous, dans l'habillement, et donc je voulais juste vous redévelopper un peu parce que je trouve ça intéressant, selon vous, dans l'habillement, ce qu'on met aujourd'hui en avant, c'est surtout la concurrence de la fast fashion, etc., les changements des modes de consommation, Vinted, etc. Vous vous dites que vous pensez que chez un certain nombre d'entreprises, il y a carrément une organisation finalement de la faillite, hein, c'est ce que vous dites. Est-ce que, par exemple, parce qu'on voit bien les dossiers au haillon, là, etc., qui montent maintenant de façon judiciaire, mais vous le voyez, par exemple, chez Jennifer, là, enfin, voilà, si vous pouvez redétailler un tout petit peu, parce que je trouve ça intéressant. Et par ailleurs, de façon globale, vous parlez de réforme des tribunaux de commerce par rapport à ce qui s'est fait avant Correct. J'aimerais juste que vous redétailliez ça, parce qu'en effet, on a vu que sur un certain nombre de dossiers, il n'y a pas toujours le soutien de l'État aux options soutenues par les salariés. Je sais que dans Duralex, on a bien vu que l'aide de la BPI, elle était beaucoup plus forte sur le plan, sur l'option qui était portée par un fonds d'investissement. Donc comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un manque de confiance, je ne sais pas, une stratégie, une idéologie? Enfin voilà, j'aimerais juste qu'on redétaille un tout petit peu ce que vous voulez parler de réforme des tribunaux de commerce et ce que vous entendez. Bonjour, Cécile Maillard de l'usine Nouvelle. Moi, je reviens un peu sur les points, sur la carte. Quels sont les prochains dossiers qui vous inquiètent, ceux dont on ne parle pas encore, en fait, aujourd'hui, que ce soit en termes d'entreprise, voire peut-être de filières un peu moins visibles pour le moment, mais sur lesquelles vous appelleriez à être vigilants, entreprises et filières, pour l'avenir. Merci. On va commencer par Elodie sur le commerce. Oui. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, ils organisent leur propre faillite. Si je prends le cas de Jennifer, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que Jennifer, il y a des actionnaires, enfin en tout cas un où le nom est connu, qui a aussi une autre entreprise et qui est pour Célio. Célio, si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps, a racheté Camailleux. D'accord ? À ce même moment, on apprend le redressement judiciaire de Jennifer. Donc en fait, il y a des transferts d'argent qui se font de l'une vers l'autre entreprise. Et tout ça, c'est des montages financiers. Alors, les excuses de dire c'est la concurrence, le e-commerce et tout ça, ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, ils mettent ça en avant parce qu'ils ne peuvent pas dire autrement. Ils vont quand même pas dire bah oui, on organise, on met de l'argent où on veut et puis voilà. Mais du coup, nous, on arrive à faire, avec les informations qu'on peut avoir, à faire le lien entre les différentes entreprises. D'ailleurs, l'influenceuse qui travaillait pour Jennifer à l'époque, Léna Situation, au moment du redressement judiciaire, son contrat a basculé tout de suite chez Camailleux. Donc on voit les liens. Alors bien sûr, il faut aller fouiller, chercher pour retrouver toutes ces connexions, mais on voit que c'est fait exprès tout ça. Donc l'argent qui n'a pas été mis dans l'investissement pour développer, en tout cas pour faire en sorte que Jennifer puisse continuer, cet argent a été pris et transvasé pour faire Camailleux, refaire l'enseigne Camailleux. Et c'est cette même personne qui a de l'argent chez Jennifer et chez Célio. Voilà. Donc on arrive à démontrer parfois. Je voudrais aussi faire le cas de CA. CA qu'on est quand même à son 8e PSE. Là c'est pareil, ils organisent eux-mêmes. Quand on augmente les prix de 30%, qu'on n'envoie plus de stock dans les magasins, qu'on ne renouvelle pas ses collections, bah, on crée sa propre faillite à un moment donné. Et on en est. Et on arrive à des PSE sur PSE, sur PSE, sur PSE. Alors quand on en a fait 1, puis 2, puis 3, et qu'on voit que ça ne fonctionne toujours pas, il y a un problème. On ne continue pas à arriver à 8 PSE pour se dire ça va sauver l'entreprise. Non, il y a un problème. Donc voilà. Et je voudrais aussi revenir sur un autre exemple qui est aussi qui démontre ce que je dis aussi. C'est quand Jiffy a racheté Tati. À l'époque, Jiffy avait repris un bon nombre de magasins en disant on va faire revivre Tati, avec un engagement sur 2 ans de ne pas faire de plan social. 2 ans et 1 jour, annonce du premier plan social. Ok. Il se sépare d'un certain nombre de magasins. Et puis, à un certain moment, des magasins Tati sont passés Jiffy. Et on s'est aperçu avec le temps qu'en fait, tous les magasins qui ont été rénovés, qui ont bénéficié de travaux, sont passés Jiffy.
Et puis, au bout de 2 ans, au niveau du PSE, tous les tatis qui n'avaient pas bénéficié de ces investissements-là, eux, ils étaient dans le PSE, ils ont fermé. Et au bout du bout, on en arrive à quoi? Parce que l'objectif premier, quand ils ont racheté cette entreprise, c'était juste d'avoir les locaux. Ils s'en foutaient clairement de l'enseigne Tati et des salariés qu'il y avait dedans. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était les locaux. Aujourd'hui, il n'y a plus Tati, ça n'existe plus. Tout ça, c'est de la finance. Tout ça, c'est des montages. Et en plus, ils ont utilisé l'argent public pour le faire. C'est là où c'est encore plus dramatique. Ils utilisent cet argent pour licencier les personnes. Voilà. Donc, toutes les excuses qu'on nous sort à chaque fois, le e-commerce, la concurrence, on les entend. Hein. Mais enfin, c'est pas pour autant, c'est pas ça qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui dans ce secteur-là. Voilà. Merci Elodie. On va prendre donc une dernière question sur la première partie, après il faudra qu'on enchaîne sur la deuxième. Alors 2 dernières questions et après vraiment on fait les réponses et ensuite on enchaîne à partir de 12h30 sur la partie 2. Bonjour Lisa Desfossés de l'AFP. Que pense la CGT d'un retour du débat sur la TVA dite sociale et participerez-vous à des travaux sur cette mesure ? Pierre Géquezal pour Politis. La question, moi, elle est sur la stratégie politique que vous souhaitez porter. À Arcelor, ils aimeraient bien une proposition de loi transpartisane pour essayer de nationaliser le groupe en France. Est-ce que vous espérez pousser, par exemple, cette initiative ou de manière plus générale des propositions de loi transpartisanes parce qu'à l'Assemblée, le gouvernement n'est toujours pas majoritaire, et est-ce que vous avez un travail un peu de lobbying auprès des parlementaires, et si oui, sous quelle forme? Merci. Donc Sophie, sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Ok, pour commencer par la fin, donc la réponse est oui, effectivement, on a une stratégie d'interpellation des parlementaires et c'est le point positif de notre bilan 1 an après. C'est que autant le gouvernement, c'est pas de son, pas d'image et ils accompagnent la stratégie de délocalisation des multinationales et même ils nous reprochent de ne pas accepter le chèque. Ils nous reprochent de faire grève pour l'emploi et de ne pas nous résoudre à signer les plans de licenciement. Voilà aujourd'hui ce qu'on entend du côté du ministère de l'Industrie qu'il faut définitivement rebaptiser ministère des licenciements. Nous sommes ici très fiers d'avoir une CGT qui se bat partout pour l'emploi contre vents et marées, alors que les pouvoirs publics nous forceraient à nous résoudre à accepter le chèque et puis être dans la gestion sociale du chômage. Donc, par contre, du côté des députés, on a une écoute attentive, je l'ai dit, il y a plein d'initiatives très intéressantes au niveau de l'Assemblée nationale, des commissions d'enquête, beaucoup de propositions de loi, et donc, oui, nous souhaitons qu'il puisse y avoir des propositions de loi transpartisanes sur les questions d'industrie, évidemment sur des dossiers particuliers type Arcelor ou Vencorex, mais aussi, par exemple, sur la question des relations donneurs d'ordre sous-traitants. La CGT a écrit, la CGT des GMS, donc GMS c'était un sous-traitant de l'automobile, et donc ils ont écrit une proposition de loi pour que leur situation ne se reproduise plus. Cette proposition de loi elle a été reprise par un certain nombre de groupes parlementaires. Nous souhaitons qu'elle puisse être examinée et votée par l'Assemblée nationale parce qu'elle serait cruciale dans la période pour enfin responsabiliser les donneurs d'ordre, notamment dans le secteur automobile, mais pas que. Ensuite, sur la question de la TVA dite sociale, j'en ai parlé dans mon intervention, hein, c'est une supercherie, c'est l'impôt le plus antisocial qui soit parce que plus on est pauvre, plus on le paye. Ça revient à taxer la consommation pour exonérer, financer de nouveaux cadeaux pour les patrons en baissant les cotisations. Et le patronat commence d'ailleurs à chiffrer ses demandes puisqu'il nous dit qu'il voudrait y trouver 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, c'est autour de 4 points de TVA. 4 points de TVA, ça veut dire une baisse massive de pouvoir d'achat pour les salariés, tout ça pour financer de nouveaux cadeaux pour les entreprises, alors qu'il y a déjà 200 milliards de cadeaux chaque année, 80 milliards d'exonération de cotisations sociales qui représentent des trappes à bas salaire. Sur la question sur les filières, donc dans la salle vous avez Virginie Neumeyer en bleu ici qui essaye d'être discrète et Franck Perrin juste derrière qui coordonne notre collectif politique industriel et donc qui siège au Comité national de l'industrie, au Conseil national de l'industrie pour Virginie et pour Franck aussi, et puis qui siège aussi dans un certain nombre de comités de filières, donc ils pourront vous donner des détails, voilà.
Mais en gros, le problème, c'est que c'est les multinationales qui tiennent le stylo. Par exemple, le comité de filière industrie pharmaceutique, qui le dirige, c'est Sanofi. Donc, évidemment, ils s'en servent pour orienter les aides publiques vers eux. Et nous n'arrivons pas, nous, à faire entendre nos projets alternatifs. Franck pourra y revenir, mais la CGT porte un projet d'imagerie médicale avec une SCIC imagerie médicale qui a été créée l'année dernière à Grenoble. Et pour l'instant, tout le monde est à bord, sauf l'État. Les seuls qui refusent de participer, c'est la BPI, alors que Thales a pris une part, que le CHU est là, les collectivités territoriales et notamment la région Aura que vous connaissez est partie prenante. Et donc les seuls qui refusent de signer un chèque pour rentrer dans le projet, c'est la BPI. Et c'est pas faute d'avoir interpellé dans les comités de filière. Pour finir sur les tribunaux de commerce, donc il y a une proposition détaillée dans notre dossier de presse. En gros, l'enjeu c'est sur la composition. Il n'y a pas de salariés dans les tribunaux de commerce, c'est pas juste. Nous pensons qu'il faut que les salariés soient autour de la table. 2, il faut qu'on ait accès à l'information. Les data rooms, aujourd'hui, nous n'y avons pas accès, donc nous ne savons pas qui dépose des projets de reprise, avec quels éléments, etc. Il faut que nous puissions avoir un droit de veto, et donc avec un avis conforme des CSE sur des projets de reprise. Ça nous aurait permis de bloquer, par exemple, Bordeaux-Chem à Vancorex, ou de bloquer les Chinois à Safra. Nous voulons aussi avoir un droit d'appel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit d'appel sur les décisions des tribunaux de commerce. Les seuls qui peuvent faire appel, c'est les procureurs. Donc nous voulons un droit d'appel suspensif. Et cet appel sur Vancorex, par exemple, Vancorex, en fait, s'il y a un sujet qui peut résumer notre colère, c'est vraiment Vancorex, il y a tout dedans. Vancorex, le tribunal de commerce prend sa décision. 48 heures après l'audience, on a l'annonce de cet investisseur indien. Or, il n'y avait plus la possibilité technique pour le tribunal de commerce de prendre en compte l'investisseur indien, puisque après l'audience, c'était clos. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire appel. Et c'est pour ça que la CGT a demandé à faire appel. La procureure, malheureusement, n'a pas fait appel. Si nous, on avait eu un droit d'appel, juste ce droit-là, on aurait pu sauver Vancorex, parce qu'on aurait pu faire en sorte que l'offre de reprise de l'industriel indien qui se mettait dans notre projet de SCIC soit examinée. Et puis enfin, sur les tribunaux de commerce, on demande aussi à avoir des droits d'expertise pour pouvoir, nous aussi, faire travailler nos experts sur des repreneurs, analyser les projets de reprise, etc. etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des strapontins. Malgré cela, on réussit, et je suis vraiment très fière des victoires CGT dans ce contexte. Les victoires que j'ai listées, c'est une grande fierté parce que c'est David contre Goliath. Mais c'est plus possible qu'on soit seulement sur des strapontins. Les choses sont claires aujourd'hui. Les seuls à défendre l'emploi en France, c'est les salariés et les élus locaux. Il faut nous donner des pouvoirs d'intervention pour protéger l'emploi en France. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est un problème. Et pardon, sur la question sur les menaces à venir, je pense qu'il faut faire un petit tour de table, mais notamment, c'est pas pour rien qu'on a fait venir la CGT Poissy à Stellantis, c'est qu'on a de grosses inquiétudes sur Stellantis à Poissy et qu'on a aussi des propositions, nous, maintenant, pour empêcher cette catastrophe, pour faire en sorte de conserver une production à Poissy. Donc, tour de table très rapide, s'il vous plaît, les camarades, parce qu'il faut qu'on se garde du temps après pour le dossier de la chapelle d'Arblay, qui est donc d'une actualité brûlante. Donc, Jonathan, ouais, donc chacun quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Nous, par rapport à Poissy, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des actions qui vont être mises en place et on continuera jusqu'à obtenir des garanties sur le site. Donc voilà, le mot de la fin, quoi. Donc dès demain, on commencera les actions et après, on verra par la suite. Élodie ? Oui, donc pour le commerce, voilà, nous ce qu'on demande, c'est avoir le conditionnement des aides publiques au maintien de l'emploi sous peine de remboursement des montants alloués, d'avoir une traçabilité au même titre que les contreparties en matière de financement public en permettant au CSE, au travers de la consultation, de participer à contrôler l'usage des fonds. Voilà, après on a un projet de loi qui est vachement plus détaillé quand même, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment ça pour éviter toute cette casse sociale. Serge ?
Oui, donc il y a eu une accélération de la destruction des emplois industriels depuis début 2024, c'est-à-dire que Trump n'était pas au pouvoir et il n'y avait pas la guerre commerciale déclarée par Trump. Mais bien sûr, on a nos industriels et le patronat français. Je prends l'entreprise Michelin qui a programmé son évasion industrielle depuis les années fin des années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une entreprise qui pesait 50 000 salariés en 83, on n'en pèsera que plus de 13 000 à la fin de l'année 2025. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que les 8 sites de production qui restent encore aujourd'hui sont tous chargés pratiquement à moins de 50%. C'est-à-dire qu'il y a un choix délibéré qui est fait par cette entreprise, comme celle d'autres. Je parle de Michelin, mais je pourrais le dire pour Sanofi, je pourrais le dire pour Plasticonium au niveau de la plasturgie. On fait le choix, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, de délocaliser dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, dépourvus de droits sociaux, de droits du travail, ne permettant pas d'avoir un modèle social comme nous on le défend. Donc l'entreprise Michelin, qui se porte pourtant sur la première marche, soi-disant, d'un pseudo-dialogue social qui n'existe pas, a pris le choix de délocaliser ses productions. On prend l'histoire de la fermeture de Cholet, 1100 salariés sur le carreau, en ayant délocalisé les pneus de camionnettes au niveau de la Thaïlande, pour réimporter ce marché qui est uniquement sur le territoire français et l'Afrique du Nord. Donc voilà, alors on a Michelin qui est les sites de production qui sont en danger, et ce matin j'avais l'information des camarades de Exxon Gravenchon qui ont un CSE extraordinaire demain pour le côté raffinerie. Il y a eu la fermeture du Vapocracker annoncée en avril 2024, et demain CSE sur, alors, pas la fermeture, mais un rachat de la raffinerie de Gravenchon. Et qui dit rachat, dit certainement casse sociale dans l'entreprise. Merci Serge. Donc Fred. Très rapidement, sur la question des filières qui sera aujourd'hui pas inquiétée, je pense qu'il n'y en a aucune qui risque qui n'est pas inquiétée, étant donné que les stratégies dans toutes les filières c'est les mêmes. Aujourd'hui, il y a une filière où les carnets de commandes ils sont pleins, par contre, c'est l'industrie d'armement. Les carnets de commandes ont explosé par 3, par 4, sur des entreprises qui, il y a quelques années, étaient sur le point de fermer. Je prends un exemple, Aubert et Duval. Il y a 5-6 ans, les sites étaient fortement menacés. Aubert et Duval, aujourd'hui, les carnets de commandes ont multiplié par 4, et notamment ceux qui sont sous le moteur César. Donc on voit bien que quand il y a une volonté de maintenir et de développer une industrie, le gouvernement, là, sait faire et a une capacité de distribuer des milliards. Et moi, je pense que Sophie a eu raison d'insister. L'arrivée de Trump aux États-Unis, pour les grains industriels, c'est une aubaine. Une aubaine pour poursuivre la casse, pour essayer de faire plier les salariés. Je pense que là-dessus, effectivement, la CGT a un rôle. Et il faut qu'on interpelle les parlementaires pour qu'ils créent les conditions pour qu'on soit entendu. Et notamment que, et je terminerai là-dessus, que la loi qui est travaillée maintenant depuis un certain nombre d'années par les camarades de GMS, elle puisse voir le jour et qu'on puisse avoir un outil qui permet aux salariés de se défendre et pas de se retrouver à chaque fois devant des situations où on joue aux pompiers. Donc voilà, globalement, je pense qu'il y a encore un avenir à l'industrie sur le territoire national, mais il faut que tous les acteurs en aient la volonté de le maintenir.